Ici André de la Roseville. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 23 octobre. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Le rendez-vous gaspésien des inégalités qui s'est tenu à Bonaventure. Madame Diane Leboutillier nous parle des changements majeurs à l'assurance-emploi. Monsieur Martin Lambert nous parle des programmes offerts au Centre de formation professionnelle de Bonaventure. Conférence sur la toponymie Micmac en Gaspésie animée par Madame Danielle E. Cyr. Le congrès de la Fédération des télévisions communautaires du Québec, édition 2016. Mardi le 18 octobre, nous nous sommes déplacés à la salle Bonaventure à Bonaventure, où avait lieu le rendez-vous gaspésien des inégalités. Nous y avons rencontré Madame Jacinthe Leblanc. Pouvez-vous nous expliquer un peu le déroulement et le but de cette journée? Bien, le but de cette journée, c'est de comprendre le phénomène des inégalités, principalement au Québec. Est-ce qu'on est une société un peu égalitaire, moyennement, pas du tout? Alors, avec notre conférencière invitée, Viviane Labrie, elle va venir nous présenter, en fait, combien que chaque décile, de 1 à 10, du plus pauvre au plus riche, a en sa possession de revenus par rapport à la mesure du panier de consommation pour vivre au Québec. Est-ce que tout le monde a ce qu'il faut pour couvrir ses besoins essentiels? Donc, on va avoir ces données-là. C'est une chercheuse, Viviane Labrie. Ensuite, on a invité les Gaspésiens et Gaspésiennes à se mettre dans la peau de. C'est-à-dire que la salle est divisée en 10 tables, de 1 à 10, du plus riche au plus pauvre. Au hasard, les gens ont été placés dans un groupe. Alors, ils vont pouvoir vivre l'expérience d'être dans un décile, même si ce n'est pas leur vraie vie, là, de se mettre à la place de d'autres personnes et comme ça pouvoir connaître l'ampleur des inégalités. Ensuite aussi, on a le dîner des inégalités, une autre formule qui va vraiment mettre dans le concret parce que les personnes ont reçu de l'argent de Monopoly par rapport à leur mesure de panier de consommation qu'ils disposent pour s'acheter le repas de ce midi. Bien évidemment, hein, tout le monde va retourner se servir, mais au moins, on fait l'expérience de... Moi, je peux me payer une demi-assiette, puis le plus riche, il peut s'en payer 4. Alors, en fait, c'est une journée d'éducation populaire, de sensibilisation sur cet enjeu qui non seulement touche le Québec, mais c'est mondial. L'accroissement des inégalités depuis 30 ans a vraiment augmenté. Ce qui fait que si ça continue, bien, il va y avoir toute une grande partie de la population mondiale, et au Québec aussi, qui ne pourront pas survenir à leurs besoins essentiels, comme les animaux puis les fleurs. Je veux dire, ça prend pour tous un minimum. Il faut manger, avoir un toit sur la tête, des vêtements pour se protéger des intempéries, être en santé puis le rester. Donc, si tu te manques un de ces choses-là, tu es en danger. Alors, c'est pour ça on voulait sensibiliser le collectif Gaspésien Québec sans pauvreté. On voulait sensibiliser et sensibiliser la population de la Gaspésie à cet enjeu. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Là, en fait, je vais décrire un petit peu ce qui nous attend. On avait un petit déclencheur, je vais revenir quelques instants là-dessus tout à l'heure. Vous avez deux questions à répondre, on va y revenir pas longtemps. Avant la pause, et puis avec l'aide d'Annick, on va faire la pause à 10h30 telle que prévu. Je vais vous faire une présentation sur les inégalités de revenus au Québec en lien avec la couverture des besoins de base. Alors, il va y avoir des chiffres, mais l'important, c'est ce qu'on se dit là. Après la pause, bien là, on va tomber dans un temps de simulation. On a fait de notre mieux pour faire dans une salle comme ça, là, ça fait un peu le même, là, mais c'est du 10e le plus pauvre de la population, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e et le 10e le plus riche. Alors, le 10e le plus pauvre est ici, puis le 10e le plus riche est là. Ça va nous aider à se situer. Le collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté, on est un collectif régional du collectif Québec pour un Québec sans pauvreté. Alors, c'est un vaste mouvement qui croit que la pauvreté, bien, ça peut s'arranger au Québec, là. Puis on ne faut pas juste chialer, là, on a des solutions, on propose des solutions. Par exemple, l'augmentation du salaire minimum,
avoir des bonnes protections publiques, aide sociale, protection pour les aînés, pour les étudiants, pour que tout le monde ait sa mesure de panier de consommation, qu'il n'ait pas qui soit en dessous. Et bien évidemment aussi d'avoir des systèmes publics qui fonctionnent, par exemple, comme au niveau de la santé. On est contre la privatisation du système de santé, parce qu'encore là, à cause des inégalités, eh bien, c'est pas tout le monde qui va y avoir accès. Nous avons reçu la visite à nos bureaux de Mme Diane Leboutillier. Elle est venue nous parler des changements au niveau de l'assurance-emploi. C'est un dossier qui est très d'actualité puis qui concerne une grande partie de notre population parce qu'on sait qu'en Gaspésie, il y a Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine, beaucoup de travail saisonnier qui se fait. Donc, au niveau de l'assurance-emploi, depuis le mois de juillet, sont entrées en vigueur la diminution des heures pour se qualifier à l'assurance-emploi. Maintenant, on a besoin de 420 heures et non plus de 900 heures. On a eu l'abolition aussi de la zone du 100 km. On a eu aussi les gens, parce que l'objectif, c'est de faire travailler les gens et de ne pas les pénaliser. Donc, les gens peuvent travailler jusqu'à 40% là, de leur temps et ne pas être pénalisés là, en termes de ce qu'on doit, de retourner 50% de ce qu'on gagne au gouvernement. Et à partir du mois de janvier, on va passer de 2 semaines à 1 semaine d'attente au niveau de l'assurance-emploi. On a eu aussi mon collègue Rémi Massé, qui est à Matane, qui est le député là, de ce secteur-là. Ils ont entrepris une tournée cet été pour justement voir au niveau du Canada dans son ensemble comment on pouvait améliorer les services d'accessibilité au niveau d'assurance-emploi. Le rapport de ce comité-là va être remis d'ici la fin octobre, début novembre au ministre et le rapport va être rendu public. C'est clair que pour moi, vous savez, l'assurance-emploi, c'est important, mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est de pouvoir permettre aux gens de travailler sur la plus longue période de temps possible. Donc, j'apprenais cette semaine, en étant dans le comté, qu'on a des employeurs qui ont dû fermer leurs portes plus tôt parce que les gens avaient fait ce qu'on appelle, ils avaient fait leur time, puis les gens ne voulaient pas rentrer au travail. Fait que quand on pense au développement de la Gaspésie, on a tous une responsabilité à ce niveau-là. Puis de fermer des entreprises plus tôt parce que les gens ne veulent pas rentrer au travail, ça devient difficile pour moi de défendre l'indéfendable à Ottawa parce que ce que j'apprends ici dans le milieu, il faut savoir que l'information remonte à Ottawa. Ça fait que dans les discussions qu'on a autour de la table, quand cette information-là est amenée, ça ne peut pas marcher là, pour défendre là, encore puis d'aller plus loin dans le dossier d'assurance-emploi. Fait que l'objectif que j'ai et que tout le monde devrait avoir, c'est on veut que les gens travaillent le plus longtemps possible et les meilleures conditions de travail possible. Ça aussi, c'est important pour faire en sorte que la Gaspésie continue de prospérer, que les entreprises continuent de prospérer et qu'on ne parle pas de fermeture de la place puis des familles qui partent à l'extérieur. Fait que l'éducation devient importante devient terriblement importante pour avoir des meilleures conditions de travail au niveau des employés. Puis, on va continuer là, d'être très à la guet, très à l'affût du dossier. Mais on va avoir besoin de la collaboration de tout le monde à ce niveau-là. Puis, comme je disais, on est un milieu où les entreprises sont saisonnières, mais on vise à ce que nos entreprises la période de travail s'étende le plus longtemps possible dans l'année. C'est ce qu'on fait aussi au niveau de l'entreprise touristique. Nous avons rencontré M. Martin Lambert qui nous a présenté les programmes offerts au Centre de formation professionnelle de Bonaventure. Ici à Bonaventure, on offre en fait 2 formations de base. Ça veut dire 2 formations qu'on appelle nos formations maîtresses, qui sont la charpenterie-menuiserie, puis l'électricité. Pour la charpenterie-menuiserie, c'est un cours qui se donne en 1 an et demi. On commence, d'ailleurs, on a un nouveau groupe qui va commencer en janvier. On a encore de la place s'il y a des gens qui veulent s'y inscrire. Puis, on en démarre aussi un autre à la fin août. Ça veut dire qu'on a toujours comme 2 cohortes qui démarrent en même temps. Pas en même temps, mais qui sont ensemble. Une qui commence en janvier, l'autre au mois d'août.
On peut accepter jusqu'à 4 groupes, en fait, en charpenterie-menuiserie. Ça veut dire une 60aine d'élèves. Puis, on a 3 enseignants, des enseignants d'expérience. Ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Ils sont vraiment très, très renommés. On a même une renommée nationale au niveau du Québec par rapport à notre centre de formation. Un des mieux équipés. D'ailleurs, vous êtes dans le magasin ici en ce moment. C'est un centre de formation, en tout cas de ce qu'on entend d'autres élèves qui viennent des fois, qui ont fait d'autres centres de formation. L'équipement qu'on a ici est vraiment à dernier cri, puis on en a vraiment pour tous les élèves. Ils ne sont pas obligés de travailler en équipe de 2, par exemple. Ils ont vraiment chacun leurs outils, ce qui fait une force, je crois, pour notre cours de charpenterie. En électricité, c'est la même chose. On a vraiment aussi de très beaux équipements. Le cours se donne depuis plusieurs années. Puis là, cette année, on a quand même 2 beaux groupes d'une 20aine d'élèves, donc des groupes complets. Le cours d'électricité, lui, se donne sur 2 ans. Au lieu de comparativement 1 an et demi pour la charpenterie, c'est 1800 quelques heures. Puis la cohorte commence en septembre. Puis jusqu'à l'année prochaine, l'autre année d'après, à la fin mai, où est-ce que là, ils terminent pour pouvoir ensuite travailler. On offre aussi, depuis 2-3 ans, le cours de soudage GWMA. En fait, c'est du soudage semi-automatique. Puis c'est un AEP, ça dure seulement 6 mois. Puis à la fin des 6 mois, on a nos cartes, puis on est capable d'aller travailler sur le marché du travail en tant que soudeur. Donc, ça peut être très intéressant. Le cours, on essaie de le faire démarrer pour le novembre. Jusqu'à maintenant, il nous manque quelques inscriptions seulement. Puis surtout qu'on va avoir ces inscriptions-là, on va pouvoir démarrer le cours. Puis, ça se passe sur 5 mois, en fait, de formation, plus 1 mois de stage par la suite. Ensuite de ça, on offre aussi un ASP de gestion d'une entreprise de la construction. En fait, c'est tous ceux qui désirent devenir entrepreneurs. Ils ont 2 choix. Ils ont le choix de suivre la formation ou d'acheter les livres, d'être autodidacte à la maison de façon autonome. À ce moment-là, ils peuvent aller passer leur examen pour recevoir leur accréditation de la Régie du bâtiment. Mais nous, on offre la formation pour les gens qui veulent être accompagnés, qui veulent avoir un enseignant, qui préfèrent suivre la formation live au lieu d'être obligé à la maison de tenir rigueur. Des fois, ça peut être un peu plus compliqué avec le bruit de la maison. On a toujours des distractions qui nous permettent de moins avancer rapidement, tandis que là, on l'offre en 400 quelques heures. On se concentre sur notre formation, puis on reçoit nos cartes ensuite dans nos poches pour devenir un entrepreneur de la construction. Ce que les gens ne savent pas par rapport à ça, c'est que ça ne prend pas aucun préalable. On n'a pas besoin d'être un charpentier, d'être un électricien, on n'a pas besoin d'avoir un DEP en poche pour devenir un gestionnaire. On peut carrément devenir un contracteur sans avoir nécessairement les bases du DEP, sans avoir aucun DEP. Fait qu'à ce moment-là, il faut engager quand même des compagnons qui, eux, vont travailler pour nous, mais on devient plutôt un administrateur au lieu d'être un charpentier menuisier avant. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'expérience là-dedans nécessairement pour le devenir. On offre aussi ponctuellement, en fonction de la demande, des cours de chariot-élévateur, des cours de nacelle, puis des cours de ce qu'on appelle communément le Skytrack, qui est un chariot-élévateur avec un bras télescopique. Donc ça, on l'offre en continu. Ça peut être tout au long de l'année, tout en fonction de la demande. Si on a des demandes, à ce moment-là, on s'organise pour répondre à celles-ci. Peut-être les gens ne connaissent pas le réseau FAC. C'est un service aux entreprises, en fait, qu'on a aussi au centre, qui permet aux entreprises de nous faire des demandes particulières. On a une certaine liste quand même d'offres, mais on peut offrir différents services, comme exemple en hygiène et salubrité. On peut offrir des cours de soudage plus ponctuels le soir, les fins de semaine, ça peut se faire aussi. On peut offrir les cours que je vous parlais tantôt de chariot-élévateur, de nacelle. Parfois, il y a même des compagnies, comme par exemple la ville de Grande-Rivière, à un moment donné, avait besoin de cours. Bien, à ce moment-là, on a même déplacé nos machines là-bas pour offrir la formation. Des fois, on fait venir principalement les gens, mais ça peut arriver à l'occasion que de temps en temps, on ait à se déplacer, nous, vers les gens pour offrir un meilleur service. Vous pouvez, pour savoir les offres qui sont offertes au réseau FAC, on a notre site web qui existe, www.réseaufac.com. Vous allez sur ce site-là, vous allez avoir toute l'information nécessaire pour pouvoir y accéder à notre offre.
C'est en fait du soutien de formation qui est vraiment personnalisé. Fait que ça va vraiment en fonction des besoins de l'entreprise. À ce moment-là, on s'ajuste, puis on ajuste en fonction de ce qu'ils ont besoin, puis on leur fait une offre. Puis les gens peuvent suivre leur formation, soit en cours d'emploi, puis ça veut dire pendant qu'ils travaillent, soit à l'extérieur pour les soirs ou les fins de semaine. On est en partenariat aussi avec la CCQ, la Commission de la construction du Québec. Eux autres, en fait, ils ont une gamme de cours, plusieurs formations offertes à tous les travailleurs de la construction. Puis ces gens-là ont l'obligation ou on leur demande de se former continuellement pour être à l'affût. Puis nous, on offre plusieurs de ces formations-là. Sur le site de la CCQ, vous pouvez avoir la liste là, pour les travailleurs, ils connaissent comment ça fonctionne. Fait qu'à ce moment-là, c'est exemple. On a plusieurs personnes qui désirent se spécialiser un peu plus en soudage, puis sont regroupées dans le coin de Bonaventure, de Matapédia jusqu'à Grande-Rivière, mettons. Puis là, à ce moment-là, la CCQ pourrait dire ça va être le centre de Bonaventure qui va l'offrir. Donc là, à ce moment-là, nous, on s'organise pour offrir la formation comme telle. Je pense que j'ai fait pas mal le tour des services offerts. J'en oublie certainement quelques-uns que vous pourrez consulter sur notre site web. Puis on a aussi une page Facebook qui vous permettrait de suivre toutes les informations quand les cours se donnent, quand est-ce qu'on offre des nouvelles formations. Si on a des messages à passer aux gens, à ce moment-là, vous pouvez utiliser notre page Facebook ou notre site web qui est sur le site de la commission scolaire au www.csrl.net. Puis ensuite, vous cliquez sur nos écoles. Puis là, vous allez voir notre centre de formation professionnelle qui va apparaître. Vous allez pouvoir y accéder à ce moment-là à notre site web. Mardi, le 4 octobre dernier, au Musée acadien du Québec à Bonaventure, avait lieu une conférence-causerie sur l'histoire des noms de lieux Micmac en Gaspésie. Mon propos, c'est la toponymie Micmac de la Gaspésie, mais aussi, en sous-titre, les routes migratoires. Alors, bien sûr, la toponymie, c'est l'histoire des noms de lieux. Alors, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous montrer comment une question qui m'a été posée a donné lieu à des méthodes pour trouver une réponse et comment ça a changé beaucoup de choses. Je dirais, moi, dans ma perception du territoire, mais aussi pour beaucoup de monde. Encore en 2002, les gouvernements fédéral et provincial refusaient de reconnaître la présence Micmac sur le territoire gaspésien avant 1763, dans toutes les négociations avec les Autochtones du Canada à propos des droits ancestraux et des revendications territoriales. La date cruciale, c'est 1763, le traité de Paris. Si un groupe autochtone n'était pas présent sur le territoire où il s'est révélé après 1763, les gouvernements disent « vous n'avez pas droit à des revendications territoriales ». Alors c'est ça que les gouvernements disaient aux Micmac. Les Micmac voulaient mettre en route la reconnaissance de leurs droits territoriaux. Et la question, c'était, mais comment est-ce qu'on peut prouver qu'on est là depuis toujours? Quand on n'a pas de papier, on est arrivé avant l'écriture. Alors, ils ont réuni un groupe de chercheurs, et puis, bien sûr, l'historien a dit, il faut regarder l'histoire. L'archéologue a dit qu'il faut faire des fouilles archéologiques, ce qui coûte une fortune. Puis la linguiste a dit, mais on pourrait commencer par regarder les noms de lieux de la Gaspésie, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans. Alors, ça a été mon mandat depuis le début. Je suis partie d'un répertoire de noms de lieux Micmac que le Père Pacifique avait donc recueilli de, je dirais à peu près 1897 à son arrivée jusqu'à 1935. Et ce qu'il faisait, le Père Pacifique, c'est qu'il allait partout où il y avait des Micmac,
Puis ils prenaient des cartes de chemin de fer, des cartes d'arpenteur, des cartes de livres de géographie, peu importe. Et puis ils s'assoyaient avec les gens et ils leur disaient, ça, ce ruisseau-là, comment tu le nommes? Tel, tel, tel. Il a fait toutes les Maritimes et la Gaspésie, et comme ça, il a rassemblé 2500 noms de lieux au Micmac. Deuxième volet du mandat, les Micmacs ont dit, mais il faut qu'on sache où ils sont sur le territoire, parce que le père Pacifique n'avait pas laissé de carte détaillée. On voyait d'après sa liste, là, ça commence à Gaspé, puis ça s'en vient vers l'ouest. C'est très clair qu'il a suivi les bassins des rivières. Par exemple, tous les noms qu'on va trouver sur la rivière Bonaventure jusqu'en haut, la branche de l'Est, la branche de l'Ouest, etc. Alors, c'est là que la commission de toponymie m'a aidée parce que la commission avait ses cartes écrites à la main où tout le moindre petit ruisseau, le moindre petit, la moindre petite île, les pics montagneux, tout ça était nommé par les Blancs qui habitent le territoire. Et moi, en prenant les cartes à la loupe, comme ça, puis la liste du Père Pacifique, j'ai réussi à faire coïncider les noms français avec les noms Micmac et trouver leurs coordonnées géographiques en termes de longitude et de latitude. Alors là, on avait une belle liste. Juste pour l'ancien comté de Bonaventure, on avait 225 noms Micmac. Maintenant, c'est publié. Là. Ce que je vous ai raconté est publié sommairement et dans un chapitre de ce livre-là. Mais avant même que le livre soit publié, les Micmacs, qui négocient pour la reconnaissance de leurs droits territoriaux, ont présenté ça au gouvernement. Un des résultats les plus probants, c'est l'érection du parc éolien Mesgi'gugju's'un, les Grands Vents, qui est le parc éolien que le gouvernement du Québec a attribué au Micmac de la Gaspésie. Si eux avaient réussi à nous assimiler, là, au lieu du contraire, là, je peux vous dire, je crois fondamentalement qu'on serait beaucoup plus heureux, parce que leurs valeurs sont beaucoup plus douces, beaucoup plus... ils ont plus de compassion, ils ont plus de tranquillité, ils ont plus de patience, ils sont moins avides. Voici le reportage de notre collègue M. Éric Robert-Joseph sur le congrès de la Fédération des télévisions communautaires du Québec qui a eu lieu le 14, 15 et 16 octobre dernier. Sous le thème « 18 ans, c'est majeur », les 14, 15 et 16 octobre dernier se tenait à Victoriaville le 18e congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Télévague était présent. La direction de la Fédération, évidemment, comme tout poste de direction, c'est la gestion des actifs de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de représentation à faire également auprès de différents bailleurs de fonds, partenaires. On travaille sur différents dossiers actuellement. On gère un projet d'importance pour le virage numérique des télévisions communautaires qui s'appelle le Plan culturel numérique. Donc, on a reçu des sommes du ministère de la Culture pour financer des projets de TCA. Donc, on a 31 projets partout au Québec qui sont en cours actuellement. On a 41 membres cette année, donc notre mission première est d'offrir des services à nos membres, de les représenter et de défendre leurs intérêts. Les services qu'on offre sont beaucoup liés à la formation. Notre congrès, c'est un congrès annuel, donc on invite l'entièreté de nos membres à assister au congrès. On a une excellente participation. Sur 39 membres qui ont payé leur cotisation actuellement, il y en a 30 qui sont ici, donc c'est une participation de près de 80 %, donc c'est excellent. La nouveauté qu'on a, c'est d'établir une planification stratégique sur plusieurs années du secteur des télévisions communautaires autonomes. Le congrès est l'occasion pour les télévisions communautaires de se rencontrer et de discuter des enjeux importants pour vos télévisions communautaires. L'on peut, entre autres, y voir les nouveaux équipements disponibles sur le marché, de participer à des ateliers et conférences. La Fédération en profite aussi pour y tenir son Assemblée générale annuelle. Après 6 ans au conseil d'administration et 4 ans comme président de la Fédération,
Sylvain Casavant tirait sa révérence. J'ai commencé comme trésorier les deux premières années sur le conseil d'administration comme trésorier, donc de revoir restructurer un peu les finances de la fédération. Et depuis les 4 dernières années, comme président de la fédération, parce qu'après 25 ans, je considérais que je connaissais assez bien ce domaine. Mon implication, c'est seulement pour défendre les intérêts, parce que moi, je crois évidemment à la télé communautaire depuis 25 ans. Donc ça, j'ai compris la proximité, les avantages, les plus-values à être proche des gens, à connaître sa communauté, à connaître son milieu. C'est un plus indéniable pour la communauté. Ça, personne ne va pouvoir me le retirer, me l'enlever. Cette année, j'ai décidé de ne pas renouveler un 3e mandat au sein du conseil d'administration pour la simple et unique raison pour laisser la chance à d'autres. Où il y a beaucoup de talent, beaucoup d'expertise au sein de nos membres, au sein de la fédération, et je considérais important de permettre à certaines personnes de s'impliquer davantage, d'amener leur point de vue, pour pas que ce soit uniquement le point de vue de Sylvain au sein de la fédération et indirectement de l'imposer. Je préférais laisser la place à d'autres gens qui vont emmener aussi loin la fédération et même moi y participer en tant que simple membre. Deuxième motivation, c'est qu'à TVRS, là où je suis, dans ma TCA, on a beaucoup de défis, des grands défis pour la prochaine année et je voulais m'y consacrer totalement. Et donc, pas négliger ni un ni l'autre, donc j'ai dû faire un choix. Je suis fier de ce que j'ai pu accomplir au sein de la fédération parce que j'y crois. Je pense que les gens seront unanimes à dire Sylvain, lui, il croit à ce qu'il fait, il croit dans son implication. Donc, c'est pas un demi. Moi, mon implication, j'avais dit à l'époque, au sein de la permanence, dire si je m'implique totalement. C'était long avant que je m'implique, mais au moment où je m'implique, c'est 200 % parce que je crois, comme je le disais tantôt, à la télévision communautaire autonome au Québec, à sa proximité avec son milieu, avec son public. Suite à l'AGA, de nouveaux membres ont été élus. Et Mme Natacha Brisson a quant à elle été nommée comme nouvelle présidente de la Fédération par les membres du Conseil. Je suis la directrice générale de la télévision des Basses-Laurentides qui est située au nord de Montréal. Ça fait déjà 4 ans que je suis sur le conseil d'administration. J'entame donc mon 3e mandat, dont j'en ai pour 2 ans encore. C'est vraiment un bonheur d'être élue présidente. Je suis vraiment très contente. Donc, on a des beaux défis, mais je pense que je vais être capable de les relever. Parce qu'il y a déjà 18 ans, les télévisions ont dû se regrouper parce qu'il y avait des décisions gouvernementales qui venaient d'être prises et qui allaient mettre en péril certains de nos membres. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis 18 ans, on a décidé de se regrouper. Et c'est vraiment un modèle qui n'existe pas ailleurs au Canada. Au Québec, on est vraiment chanceux. Et il y a fort longtemps qu'on a compris qu'on est tissé serré puis que c'est mieux, dans le fond, de travailler ensemble parce que, justement, la Fédération travaille des gros dossiers. La Fédération est vraiment là pour défendre l'intérêt de chacun de ses membres puis s'assurer que tout le monde, dans le fond, toutes les localités sont bien représentées. Évidemment, la directrice est en congé de maternité, donc c'est sûr que c'était une année de transition. Mais avec le plan culturel numérique qui tire à sa fin pour certains de nos membres qui ont terminé leur projet, on va pouvoir poursuivre la fin de ce projet-là. Mais là, on va s'attaquer à toute autre chose parce qu'il y a plusieurs câbleaux distributeurs qui vont faire un renouvellement cette année de leur licence. Donc, je pense qu'une des grandes priorités, ce sera le CRTC. Pour nos membres, ça va être le dossier prioritaire qu'ils vont nous demander de mener à bien. Puis je pense qu'on va avoir une grosse année devant nous, mais je pense qu'ils savent que la Fédération, la permanence puis les membres du conseil d'administration, on est là pour eux. On va continuer à faire du bon travail. Et voici maintenant votre chronique Rendez-vous. Une soirée dansante pour fêter l'Halloween se tiendra au Club L'Amical de Passepébiac. Samedi, le 29 octobre à 21h, avec la disco de Maman Pelletier. Un léger goûter sera servi en soirée. Déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb de Caplan au profit de l'Association des personnes handicapées visuelles de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Dimanche le 27 novembre de 8h à midi à la salle communautaire de Caplan. Le coût est de 10 $ pour les adultes et de 7 $ pour les enfants. Le club de marche Les Joyeux Randonneurs de Port-Daniel-Gascon augmentera le nombre de ses sorties. Il y aura donc 2 sorties par semaine, soit les mercredis et samedis à 9h. La durée des parcours varie entre 1h et 1h30. Bienvenue à tous. Voilà ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 23 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine.